Je reviens sur ce truc de dire, ouais, même si tu te sens pas à l'aise parce qu'il y a des bugs sur ton site et tout, il faut quand même le montrer pour avoir les Exactement. retours le plus vite possible. Exactement. Je fais un parallèle avec, je crois que c'est le CEO de LinkedIn qui avait dit ça, si tu es fier de montrer ton MVP, donc la première version de ton produit, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et Mhm. effectivement, du coup, s'il y a des bugs, etc., en général, t'es pas fier de le montrer. Et Non, ben, c'est justement ce qu'il faut faire. ouais. Top. Mais c'est ultra important que tes premiers clients soient ultra satisfaits de ta plateforme. Parce que ça, c'est ça qui est trop bien avec PassPass aujourd'hui, c'est que on s'est plié en quatre pour nos premiers organisateurs, payants ou gratuits, hein, peu importe. Et aujourd'hui, ils continuent toujours à travailler avec nous et on sait que voilà, on a une fanbase qui travaille avec nous encore pour les prochains mois, les prochaines années. C'est ultra important, donc voilà. Pour beaucoup de gens, cette première étape de confronter un peu son idée aux bonnes Mhm. personnes, ça fait très peur de prendre son Ouais. téléphone, d'appeler des gens ou d'aller directement sur des événements. Donc j'ai envie d'un peu m'attarder sur cette partie. Écoute, on est lancé, si vous êtes chaud, cet épisode Mhm. 22 ou 23, je ne sais même plus, de Mind My Business, afin de découvrir votre histoire, l'histoire de Jean Eliori et leur startup PassPass, qui vient concurrencer Eventbrite. Ils se vendent comme le Eventbrite belge. Ils ont finalisé des événements à plus de 1000 personnes dedans, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins d'un an. Vraiment, le Eventbrite a du souci à se faire sur certains événements. Je suis super content de vous accueillir, les gars, pour décortiquer depuis le début toute cette histoire, comment vous avez commencé. On a parlé un peu en off au début de comment tout a commencé. Yes. Comment ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Et je pense que ouais, on est chaud. T'es chaud, toi? Exact. Très heureux d'être là. Cool. Heureux de partager toute cette histoire folle. Allez, Donc trop voilà, gentil. on est là pour ça. Allez, top. J'aime bien l'idée d'un programme en deux temps. J'adore faire ça. De Ok. aujourd'hui, c'est quoi Passe-Passe? C'est quoi les plus gros highlights de Passe-Passe en genre une minute, juste pour donner une idée aux gens qui vous connaissent pas. Et après, en deuxième temps, de revenir en arrière, 3, 4 ans avant, les prémices de l'idée de Passe-Passe, les prémices du commencement, et qu'on décortique un peu comment vous êtes arrivé à être ici aujourd'hui avec les événements que vous avez fait. Ça vous va comme programme? Très bien. Yes. Très bien. Allez, top. Allez. Qui veut pitcher passe-passe? C'est qui le plus chaud des deux? D'ailleurs, Vas-y. premier podcast où je fais à 3. C'est mon premier podcast à 3. Faut un début à tout, hein. Je fais un début à tout, ouais. Alright. Du coup, Passe-Passe, l'idée c'est d'amener une alternative à des billetteries en ligne qui existent. Donc il y a du Eventbrite, du Xi, du WizEvent, il y en a plein. Mais il y en a très peu qui sont belges et surtout il y en a très peu qui sont modernes et performantes. Donc nous, notre idée c'est de venir apporter une billetterie sur le marché qui est belge, qui est locale et qui amène aussi du relationnel avec ses clients. Donc on se positionne plus comme des accompagnateurs. Si vous voulez, on peut vous accompagner dans vos événements, on peut vous conseiller et on peut aussi faire du sur-mesure pour des plus gros événements. On verra ça tantôt, mais aujourd'hui, Passe-Passe, ça accompagne un peu de tout, hein, du culturel, nightlife, du B2B, des salons, des conférences, tout ça. Et du coup, on touche des petits événements de 50 à jusqu'ici 2, 3, 4 000 personnes. Et l'idée pour 2026, c'est de pouvoir chercher du 10, 20 000 sans problème. Donc là, on est en train de travailler la structure pour pouvoir faire grossir tout ça. Donc voilà, on va se passer en deux, trois mots. Il faut savoir qu'au-delà de la billetterie, l'idée à terme, c'est de créer la référence pour l'événementiel en Belgique. Donc c'est-à-dire que vous et moi, on veut sortir cette semaine, que ce soit avec nos potes, que ce soit avec notre famille, peu importe. On peut aller sur passepasse.be et découvrir du coup tous les événements qu'il y a dans la région sur base des catégories qui nous intéressent. Et comme ça, nous aussi, on peut pouvoir donner de la visibilité aux événements en Belgique et un peu dynamiser cette scène événementielle belge. Donc voilà, ça c'est le but de Passe-Passe. Et il y a, il y a une troisième personne dans l'équipe, hein, c'est ça? En Exact, fondateur, en tout cas. exact. Il y a Vous, Timour. vous êtes à 3 dedans ou vous avez une équipe plus grande au-delà des fondateurs? En fait, l'équipe est un peu plus grande que ça. On est 3 fondateurs à la base et l'équipe s'est agrandie un petit peu depuis. Actuellement, on est 7, donc on a 2 développeurs en interne. Moi, je m'occupe du marketing digital. Jean est vachement dans le design de l'application, dans toute la user experience et le business dev, avec Henri, donc la cinquième personne, pardon. Ouais. Et alors, on a aussi Eva qui nous aide sur du marketing digital et de la communication. Et alors, on a un stagiaire, Christy, qui est dans l'équipe aussi. Ouais, exact. Ouais, une petite équipe. Petite Ouais, équipe qui s'agrandit, là. il Plus, faut plus bien. trop petit. Plus trop petit. De quoi Ouais, remplir des bureaux, là. C'est cool. ouais, clairement. Ben, on vient d'arriver dans des nouveaux bureaux au i5 à Louvain-la-Neuve. Exact. C'est des super bureaux. Ils nous mettent à disposition pas mal de matos et même l'endroit est super chouette. Et je pense que ça va faire aussi scale, ça se passe à une vitesse Ouais, VV exactement. On va prime. discuter après.
Avant de revenir un peu dans le passé, première question que j'avais déjà envie de poser avant de commencer l'épisode, et tu me l'as un peu dit en off au début, et du coup je suis trop impatient, j'arrive pas à me contenir. Euh, Pourquoi Passe-Passe et pas Eventbrite? Je pense une des Euh, questions que vous avez probablement le plus dans votre vie, vous ouais. devez être assez rodé sur la réponse. Bah, déjà, le premier point, c'est qu'entre chaque clic, t'as pas un moulinet comme ça. Voilà, Ok. simplement. Puis voilà, un outil donc performant, moderne, et qui va amener aussi plein de nouvelles features. Et puis, ben, comme on l'a dit, ben, t'es organisateur, tu peux travailler avec Passe-Passe. Et nous, notre but derrière, à terme, c'est de pouvoir donner de la visibilité auprès d'une audience belge de 20, 50, 100 000, 200 000 personnes. Ça, c'est vraiment un objectif qu'on a d'ici 2026-2027. Donc voilà, c'est travailler avec Passe-Passe, avoir un bon outil et profiter vraiment d'une audience en Belgique, quoi. Pour répondre un peu plus Ouais. euh, Parce que j'allais dire fortement, sur Eventbrite, tu peux trouver aussi des catégories d'événements et donc typiquement trouver des événements qui t'intéressent. Mais vous, votre force, c'est le fait que ça soit belge et donc tu peux vraiment Exact. trouver des événements que belges. ouais. Comme on en discutait un peu, Eventbrite c'est américain et évidemment ça se concentre pour faire du profit, surtout dans des pays où il y a vachement de fêtes étudiantes, etc. Donc tout ce qui va être Espagne, etc. C'est ça qui va être mis en avant majoritairement sur la plateforme. Donc les organisateurs d'événements en Belgique qui ont des besoins un petit peu plus spécifiques, ben en fait Eventbrite ne peut pas s'adapter à eux parce qu'ils ont juste pas envie ou alors juste qu'ils savent pas traiter les besoins dont les organisateurs ont besoin. Ouais. Ça se dit pas ça. Les besoins dont les organisateurs ont besoin. On a compris. T'inquiète. Ok. Et l'histoire du moulinet, c'est quoi exactement? C'est juste l'animation d'inscription ou quoi? Non, Et pas du ça, c'est tout. quelque chose. Ok. C'est qu'en fait, dans ton parcours utilisateur, que ce soit en tant qu'acheteur ou surtout en tant qu'organisateur, entre chaque action que tu veux effectuer sur la plateforme, ben, ça charge un peu. Donc, tu as un petit moulinet de 3 secondes. Mais du coup, c'est un clic de 3 secondes. Deuxième clic de 3 secondes. Et tu perds un temps de dingue. Et du coup, bah, voilà, nous, c'est offrir un produit. Bah, tu cliques, tu as directement une réactivité. Et c'est vraiment ça qu'on va amener, quoi. La force de Passe-Passe, c'est que ça a été construit sur réellement une expérience utilisateur et on le verra un petit peu plus tard avec l'histoire de Passe-Passe et Mhm. comment Jean a pu tester les autres plateformes à travers son expérience. Mais Passe-Passe, c'est avant tout construit sur l'expérience utilisateur pour proposer quelque chose de fluide, hyper efficace. Et la preuve, c'est que notre dashboard, bah, tu vas dessus, tu cliques et c'est instantané. En fait, dès que ça charge, tout se fait en instantané. Ouais. Ok. Et les raisons qui ont poussé là, ces gros événements de milliers de personnes à bosser avec vous, c'est justement cette approche. Bon, je suppose qu'il y a le côté belge qui joue, Ouais, c'est chouette beaucoup. de travailler entre entreprises belges, Mhm. mais concrètement, c'est quoi les aspects phares là, qui leur ont fait travailler avec vous? C'est plus sur mesure sur leurs événements, c'est quoi vraiment qui a fait la différence? En fait, il y a un peu de tout parce qu'on a des profils qui sont quand même très, très différents. On a des petits événements de 50, 100, 200, 300 personnes bah, qui, eux, par exemple, avant les Eventbrite, parce qu'il n'y avait que Eventbrite par défaut, ils ne connaissaient pas d'alternative. Donc, dès qu'ils ont vu qu'il y a une plateforme belge qui propose plus ou moins la même chose, bientôt en mieux, si ce n'est pas déjà le cas, bah, évidemment, bah, ils sautent sur l'opportunité. Et puis, pour des plus gros profils qui vont faire des plus gros événements à 1000, 2000 personnes avec des besoins très spécifiques, bah là, la force de Passe-Passe, c'est qu'en fait, derrière, tu as aussi tout un support, tu as des gens qui t'écoutent, qui écoutent tes besoins et qui sont aptes à adapter la plateforme s'il faut en fonction de tes besoins. Donc, on pourra en discuter tantôt, mais on a eu le cas avec le salon de l'investissement qui a eu lieu ici en janvier 2025 à Mons. Très bel événement par ailleurs. Du coup, voilà, il y avait tout un système très spécifique et nous, on a pu challenger le client sur ses besoins. Et très bien, on a développé ça. Et derrière, il a gagné un temps dingue. Il n'a pas dû mettre une équipe de 10 personnes derrière pour faire toutes les tâches manuelles qu'il comptait faire. Et du coup, c'est un gain énorme aussi pour ces personnes-là. Et c'est ça le but de Passe-Passe, c'est que nous, en interne, on a toute l'expérience et l'expertise pour pouvoir développer du sur-mesure. On est très fort en développement web, etc. Et du coup, c'est des choses qu'on peut facilement amener. Tandis que, ouais, voilà, comme disait Liori, du Eventbrite, c'est pas leur job, c'est pas dans leur business model. Eux, c'est voilà, il y a la plateforme qui est comme ça, et si vous avez une question, vous avez un chatbot et vous regardez ce que vous pouvez faire avec ça, quoi. Après, ils sont beaucoup plus gros, donc c'est Oui, logique aussi, aussi. voilà, c'est ça. Enfin, je pense que c'est un peu le cycle de vie de toute startup aussi. Au début, tu es super personnalisé, super sur mesure, mais au bout d'un moment, c'est plus possible de gérer tout ça. Et donc, le chatbot et C'est ça. compagnie vient. Donc, Mhm. Il faut savoir qu'Eventbrite aussi, leur cible, c'est plutôt des petits et moyens événements. Genre, typiquement, tu vas pas avoir des salons, etc. sur Eventbrite. Parce que voilà, Eventbrite, c'est leur proposition de valeur, c'est d'avoir un truc qui s'adapte un peu à la base, quoi. Donc, je pense pas que non plus soit dans leur cible de pouvoir faire du custo pour des gens. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui différencie Passe-Passe à ce niveau-là. vous avez un peu plus une approche un peu plus premium pour des salons plus gros, Exact. plus personnalisés. Ok. Ouais, Et exactement. Eventbrite, c'est un peu plus pour tout le monde, quoi. Plus Exactement, ouais. générique.
à terme, c'est que Passe-Passe devienne pour tout le monde, tout en gardant beaucoup de personnalisation, parce que on se rend compte que c'est justement ça qui fait la différence aussi, c'est que avoir une interface qui s'adapte à ta direction artistique, à ton événement, au thème que tu veux y mettre, en fait, bah, les organisateurs sont tout contents d'avoir une plateforme qui s'adapte à eux, quoi. Mhm. Mais stop, j'ai 45 000 questions, mais revenons un peu en arrière. Sinon, je vais me rendre compte après 40 minutes qu'on n'est toujours pas revenu aux prémices. On en parlait légèrement en off. Je crois que Mhm. l'idée est venue un peu de toi à la base, Jean, et après tu Ouais, as expand avec tes cofondateurs. exact. Ça a démarré comment l'histoire passe-passe dans ta tête, du moins? Faut savoir que moi à l'époque j'étais pré-vendeur pour des soirées students. Donc pour ceux qui connaissent un peu ici dans le BW, on avait à l'acte 3 la Caméléon, la Smash, des choses comme ça. Et donc moi le petit Jean de 16-17 ans que j'étais, j'étais pré-vendeur et du coup mon rôle c'est quoi en tant que pré-vendeur? C'est tu reçois plein de tickets physiques, donc les fameux bracelets qui te permettent de rentrer dans un event et tu contactes des gens pour les distribuer et les vendre. Et toi tu touchais une bonne com de quand même 20%, donc c'était pas dégueu. Donc sur un ticket que tu vendais à 10 euros, tu récupérais 20%, donc 2 euros. Voilà, après, moi, il faut savoir qu'à la base, je suis plus team introverti. Et donc, me déplacer en bus pour retrouver des gens sur un parking du McDonald's pour leur vendre leurs tickets, etc., c'est quelque chose qui me parlait un peu moins. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un sorte de shop en ligne qui existe pour pouvoir directement acheter tes tickets pour l'événementiel, je sais quoi. Il faut savoir que ça, c'était avant le Covid. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout. Il n'y avait pas cette notion de billetterie qui existait. Donc aujourd'hui, on voit bien que depuis le Covid, ça s'est complètement démocratisé. Donc les gens maintenant ont l'habitude de travailler avec des billetteries. C'est très bien aussi pour nous parce que du coup, ça montre que le marché est mature à notre solution. Mais du coup, voilà, donc Passe-Passe, ça vient de là. Donc pré-vendeur vend les tickets, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire en ligne? Et puis évidemment, j'essaie de chipoter, créer des sites web, créer des shops avec du Shopify, du WordPress, puis essayer de faire des magouilles en PHP pour générer des QR codes que je pouvais scanner, mais c'était pas du tout sécurisé. Genre tout le monde qui scannait avec son téléphone voyait le contenu du QR code. Enfin voilà, après voilà, il faut se mettre dans la tête d'un petit gars qui a 18-19 ans. Ouais, clairement. Voilà, Ça c'est t'a mis dedans, quoi. exactement, il faut bien commencer quelque part aussi. Puis après, voilà, j'avais l'idée en tête et faut savoir que moi, j'ai fait un parcours en e-business à l'EFEC à Louvain-la-Neuve et en bac 3, donc en dernière année, on a un choix d'options. Et moi, je me suis orienté vers business analyst. Donc, business analyst, c'est quoi? En fait, c'est un mec qui fait le bridge, si tu veux, entre des besoins métiers, donc les besoins qu'ont une entreprise, et une équipe de développeurs pour bien être sûr que, ok, on va développer une app qui répond à des besoins et pas juste développer une app parce que voilà. Donc, c'est un peu le rôle de business analyst de manière très courte. Et un Euh, peu rapproché d'un entrepreneur, au final. Je pense que ça t'a Oui, un parce qu'en peu fait, aidé. ça te permet d'avoir une vision. En fait, quand tu es business analyst, tu dois avoir des notions en développement de logiciel et des notions en business. Donc, tu vraiment ce bridge entre ces deux mondes qui sont très différents. Et c'est pour ça que ces personnes-là existent. Parce Mhm. que des développeurs, ils ont leur vision à eux aussi. Ils n'ont aucune notion du business. Et des gars, enfin, aucune notion du business, on se comprend, c'est pas souvent leur dynamique. Et de l'autre côté, des gars dans le business, ils veulent plein de choses, mais ils confondent entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont réellement besoin et ce qui est réellement faisable aussi. Et du coup, le business analyst, il est là un peu pour tout traduire et challenger et vraiment développer une app ou une solution digitale qui fit avec les besoins métiers de ces entreprises. Du coup, voilà. Et du coup, nous, durant ce cours, comme disaient les profs, le but, c'est de nous challenger à développer. Donc, on devait développer une application mobile. Comme ils disaient, le but n'est pas du tout de faire de nous des développeurs, c'est pas le rôle d'un business analyst, mais au moins mettre les mains dedans pour comprendre ce que c'est le code et voir un peu la galère que c'est, parce que voilà, c'est beau d'être business analyst, mais si tu n'as aucune notion en code, voilà, c'est un peu du pipeau. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Mais du coup, voilà, on a dû développer cette application mobile. Donc, faut savoir que moi, j'avais déjà vu des profils intéressants dans la classe. On avait déjà eu des travaux scolaires qu'on avait fait ensemble qui avaient très, très bien marché. On avait très bien fait ça. La dynamique était juste superbe. Et du coup, on a refait un groupe pour ce fameux travail. Et puis là, il était temps de réfléchir un peu à l'idée, le projet qu'on allait porter derrière l'application mobile. Il faut savoir qu'à la base, les profs proposaient qu'on fasse un projet fictif. Du coup, Vous nous, avez on a dit d'abord non. si à la base on voulait réfléchir, on voulait créer, enfin, c'est-à-dire qu'on a tous des profils d'étudiants indépendants. Donc c'est-à-dire à côté de nos études, on est indépendant, donc on travaille dans des agences, dans des cités, etc. Donc on était tous un peu dans tout ce qui était développement web et logiciel, Mhm. d'où notre expertise qui nous a beaucoup aidé aussi par la suite pour développer Passe-Passe et qui nous a permis, on peut l'avouer, d'avoir quand même une certaine avance sur le reste de la classe, par exemple. Euh, Liori aussi, tu faisais du web dev ou que Jean? Non, moi j'étais pas trop dans le web dev. J'aimais beaucoup le design, j'aimais beaucoup la création de contenu, la création de sites en tant que tel. Mais j'avoue que
développer, etc. C'était pas mon Ouais. truc de fond. Ce qui a fait un bon match entre vous, assez Exactement, on a complémentaire. vraiment trois profils qui sont très complémentaires. On en parlera après, mais la force de Passe-Passe donc, c'est que en fait, on peut tout développer en interne. On a Ouais. des très bonnes notions en marketing, on a des très bonnes notions en design, on a des très bonnes notions en user experience et besoin du marché. Et on a aussi des développeurs qui sont extra, qui nous permettent d'avoir des solutions qui sont ultra matures. Et du coup, si Quoi tu combines le background du troisième? donc ça, c'est Timour, et lui, il a Ouais. fait le Campus 19 à côté de l'EFEC. Donc Campus 19, c'est une école un peu libre qui est spécialisée dans tout ce qui est développement. C'est un peu comme l'école 21 à Paris. Ouais. Ouais, C'est vraiment du développement pur, un peu gamifié exact. pour le parcours, quoi. Avant ce travail de groupe, tu me parlais que tu avais délivré des projets, donc des prestations de web dev pour des clients et que tu avais intégré, t'avais intégré Eventbrite dans leur Exact. site et que toi, tu étais mécontent de ce que tu avais implémenté et le client également. C'était quoi les points qui étaient un peu contraignants pour le client quand tu intégrais comme ça Eventbrite? Faut savoir qu'à la base, rien que pour des clients, donc j'avais des clients un peu, genre voilà, des clients de 30-40 ans, comme des clients plus âgés qui avaient une bonne cinquantaine slash la soixantaine. Déjà pour eux, l'interface d'Eventbrite, elle est difficile. Du coup, typiquement, c'est quelque chose qu'ils devaient les déléguer. Moi, à la base, je développais leur site web pour leurs activités. Et ils m'ont demandé si je pouvais les aider sur Eventbrite parce qu'ils avaient du mal à s'y retrouver. Du coup, ça prouve déjà que l'expérience utilisateur est pas très bonne. Donc, ça, le problème, c'est qu'Eventbrite, c'est un produit qui essaie de toucher un peu à, enfin, qui essaye de faire un peu tout. Donc, ça veut toucher un peu tout le monde, mais d'un autre côté, c'est un peu complexe. Donc voilà, des gens qui sont pas très à l'aise avec l'IT, ça t'en devient vite un fardeau et c'est quelque chose que tu dois déléguer. Donc ça te coûte de l'argent évidemment déléguer parce que ça prend quand même du temps. C'est beaucoup de petits changements à la minute, etc. Il faut avoir une personne qui est aussi disponible pour les changements à 23h30 lorsque tu as envie de changer quelque chose sur ton ticket. Enfin, tu vois un peu la chose. Et du coup, aussi, c'était pas très content des performances et tout qui était pas très clair non plus. Après, c'était déjà il y a 3-4 ans, donc ça a encore un peu évolué depuis. Mais en tout cas, voilà, les clients n'étaient pas satisfaits. Et puis, comme ce client m'a beaucoup dit, c'est des grosses boîtes américaines qui te pompent ton fric et d'un point de vue RGPD, etc., tu sais pas trop comment ça se passe non plus. Et du coup, évidemment, quand on a pu proposer une alternative belge, ils ont sauté sur le coup X années plus tard. Mais du coup, voilà, c'est un peu par rapport à ça. C'est quoi le pitch de Passe-Passe? C'est que ma grand-mère peut utiliser votre interface. Par exemple, voilà. Donc le pitch de Passe-Passe, c'est que ta grand-mère qui va faire son dîner en famille peut créer son événement sur Passe-Passe. Et un salon ou un festival qui va viser 5 à 10 000 places, techniquement, il peut aussi le faire sur Passe-Passe. Ok. L'interface est très robuste. Et à chaque fois, en fait, tu as des options de base en Passe-Passe pour juste configurer la base de ton événement. Comme tu peux aller beaucoup plus loin avec des systèmes de formulaires, de la gestion des QR codes, gestion des participants, scanning, etc. Donc c'est ça l'idée, c'est d'avoir une très bonne base simple pour que tout le monde puisse le faire. En 2-3 clics, en slash 5 minutes, tu crées ton event. Et après, si tu t'y connais ou si tu as des besoins plus spécifiques, tu peux chipoter sur la plateforme pour vraiment construire quelque chose de solide, quoi. Ah, top, on voit un peu le déroulement de comment t'es arrivé à ça, parce que c'est un peu un mix de, ok, ton expérience de revendeur, ou t'as un peu ta Exact. connaissance de l'événementiel de base, puis tes quelques Ouais, contraintes avec des clients, et puis ce ouais, projet qui arrive, et tes compétences de web dev, t'as mis ouais, tout ça ensemble en trouvant une exact. chouette équipe. Euh, donc ça fait du sens, ça c'est cool. Un peu plus sur ce projet de cours, comment ça se passe. Du coup, on brief ensemble pour voir un peu sur quoi ça porte. Donc, comme je Ouais. disais, à la base, on est tous étudiants indépendants et on a cette galère qui s'appelle l'administratif. Donc, Jean fait taper des amendes. voilà, c'est croire que tu es assujetti à la TVA, enfin que tu ne l'es plus alors qu'en final tu l'es, et du coup tu te retrouves en fin d'année en disant ouais mais frérot tu dois payer la TVA alors que tu t'as pas du tout facturé la TVA sur toute ton année. Donc en gros ça te coûte 20% de ce que tu as facturé, ça fait un peu cher. Mais soit, et du coup on s'est dit ok, ce serait bien d'avoir une sorte d'app ou plateforme où en tant qu'indépendant slash étudiant indépendant, euh, tu puisses vraiment gérer ta comptabilité de manière plus simple, avoir des rappels de quand est-ce qu'il faut rendre X choses, etc. Donc c'est une idée qu'on avait en tête et aujourd'hui je suis content Ouais. qu'on ne l'ait pas lancée parce que Moi quand non je plus. vois Accountable qui booste à mort sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu connais, mais Accountable, voilà, c'est un logiciel pour les comptables qui se développe très très bien, surtout là depuis une à 2 années je pense. Ouais. Euh, Pas pour les comptables, pour les indépendants pour faire Indépendant, leur comptabilité. exactement. Donc en fait c'était exactement la même idée slash business model que nous on avait en tête. Et puis je sais plus pourquoi, mais de fil en aiguille, on s'est dit en fait quitte à se lancer un peu sur le truc des billetteries. Ouais. Moi, je dois avouer que l'événementiel, ça me disait plus que de la Ouais. comptabilité. Et donc, bosser sur un projet où on allait se faire kiffer. Et surtout, je crois que Timur et moi, on avait déjà discuté un petit peu avant de plateformes pour référencer des événements et tout. Et ça n'avait jamais vraiment pris la petite flamme. Quand Jean nous a parlé de tout ça et quand on a parlé de tout ça ensemble, je pense que
C'est Exact. ça qui a fait démarrer l'allumette qui a fait un grand feu maintenant. Exactement. Des belles paroles. Ouais, c'est beau ça. Donc voilà, ça a Et donc, commencé dans une salle de réunion au rez-de-chaussée de l'école, sur des tabourets, à réfléchir à un projet, et puis réfléchir à un nom, et puis il y a Passe-Passe qui est sorti. Et puis là, on a dit que bah, let's go, ça part. on se passe le début, les premières conversations avec des prospects ou des organisateurs d'événements. C'est quoi les gros pains qui ressortent, les gros problèmes qu'ils ont dans leur organisation d'événements au quotidien? Mhm. Mhm. Comment se passent ces 10 premières discussions? C'est quoi qui ressort et c'est vers quoi que vous allez dès le début? Je pense que les premières discussions, c'est vachement pour comprendre les besoins en tant que tels, confirmer les pain points que Jean avait pu identifier et aussi, enfin, les premières discussions, ça va être surtout du test de plateforme, etc. Et recueillir en fait comment se passe l'expérience sur les autres plateformes, les plateformes concurrentes Ouais. pour les acteurs qui sont déjà dessus. Donc ça, c'est Euh, avant de développer votre propre plateforme, d'accord? ouais, c'est Ouais. ça. Toute la phase d'interview quali, etc. Enfin, voilà, d'un côté, il faut le faire dans le cadre scolaire. Et je suis très content que les profs aient mis l'action là-dessus. Parce que là, avec du recul, avec enfin, après un an et demi de passe-passe, en fait, je me rends compte que le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est seulement développer ce qu'ils ont en tête et pas suffisamment aller confronter leur idée au marché. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de lean startup, pour ceux qui connaissent, qui est ultra intéressante et qui est ultra importante. En gros, le principe, c'est ton produit n'est pas parfait, mais le but, c'est de le push le plus tôt possible sur le marché pour aller le confronter, avoir tes premiers clients, etc. Sinon, en fait, très vite, tu arrives dans des schémas où tu as une idée en tête, tu la développes et tu dis, OK, mais ça doit être parfait, comme ça, je peux aller chercher les clients et tout. En fait, tu te retrouves à développer un truc pendant 6 mois, un an et demi. Tu le mets sur le marché, enfin, tu le mets sur le marché après un an et demi de taf, et tu dis, et après, en fait, tu vois que Ça déjà, répond à rien. t'as personne qui est là, Ouais. ça répond pas à un besoin, tu as plein de points qui sont pas essentiels. Et du coup, c'est ça qui est très compliqué quand tu lances un projet, c'est accepter, enfin je le dis, hein, mais moi j'ai eu beaucoup de mal, c'est accepter que ton produit il est pas parfait, il est limite horrible avec plein de bugs et tout, mais à un moment, faut que tu le lances le plus tôt possible pour avoir tes premiers clients et tes premières ventes et voir que ton truc il tient la route et que des gens sont contents de l'utiliser. C'est ultra important de construire ta première fanbase. Et du coup, voilà, vaut mieux fait que parfait. Il faut juste envoyer sur le marché le plus tôt possible, tester ton idée, avoir des retours, aller confronter aussi ton produit avec les gens. Donc, avec Léori, le nombre de fois on a pris la voiture, on a fait le tour de la Belgique pour aller discuter avec des gens. Du coup, tu as des fois des gros organisateurs qui voyaient deux jeunes de 18 ans débarquer en mode bonjour, on développe une billetterie en ligne. Tu vois, les gars, ils avaient le gros event et tout. Voilà. Après, c'est comme ça que ça marche. Il faut challenger, voir s'il y a aussi un potentiel. Et ce qu'on a, enfin, nos interviews quali ont été assez convaincantes parce qu'on a appris que, ouais, il y a plein de gens qui utilisaient des billetteries parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'autres choix. Ils n'avaient pas vu d'autres meilleures alternatives, donc ils s'étaient dirigés par là par hasard. Ouais. Et du coup, qu'il y avait un marché, si on a un produit qui est assez bon, qu'on aurait pu aller chercher facilement et c'est ce qu'on a fait, quoi. Je pense que l'interview quali, beaucoup de gens la considèrent comme un peu bullshit, mais en Ouais. fait, c'est soit ce qui peut booster ton idée, soit ce qui peut Ouais, t'obliger à la repenser autrement pour exactement. répondre à un réel besoin et pas juste à l'idée que tu as en Ouais. tête, quoi. Après, ça dépend. Bullshit, le problème, c'est que dès qu'il y a une interview quali à faire, les gens vont parler à leurs potes, à leurs proches, alors que c'est justement pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller trouver des gens que tu connais pas, qui n'ont rien à voir avec toi, ni ta famille, et qui vont être transparents sur base de tes retours. Et voilà. Des Et bonnes puis, il personnes, faut. des organisateurs d'événements, Exactement. Et quand tu les vois, faut pas leur vendre, ouais, achète notre produit et tout ça. Faut pas leur vendre le produit. Il faut juste aller les challenger sur des problématiques qu'ils ont, en disant que voilà, essaie de développer un outil qui pourrait les aider. Et comme ça, tu peux avoir des premiers feedbacks, quoi. Mais voilà. Interview quali, faut pas aller parler à ses potes ni à sa famille pour faire plaisir aux associés ou aux profs. C'est pas comme ça que ça marche. Puis c'est eux, enfin eux, ils ont aucune notion des besoins métiers aussi, hein, donc c'est important de s'adresser aux bonnes personnes pour qu'il y ait des données pertinentes à aller chercher. Peu de conseils, 200% d'accord avec vous. Je reviens sur ce truc de dire, ouais, même si tu te sens pas à l'aise parce qu'il y a des bugs sur ton site et tout, il faut quand même le montrer pour avoir les Exactement. retours le plus vite possible. Exactement. Je fais un parallèle avec, je crois que c'est le CEO de LinkedIn qui avait dit ça, si tu es fier de montrer ton MVP, donc la première version de ton produit, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et effectivement, du coup, s'il y a des bugs, etc., en général, t'es pas fier de le montrer. Non. C'est justement ce qu'il faut faire. Ouais. Top. Ces premières personnes, vous allez voir des organisateurs d'événements, vous allez sur place sur des événements, vous allez Exact. contacter des gens sur LinkedIn, les appeler. Comment ça se passe en détail? Parce que je sais que
pour beaucoup de gens, cette première étape de confronter un peu son idée aux bonnes personnes, ça fait très peur de prendre son Ouais. téléphone, d'appeler des gens ou d'aller directement sur des événements. Donc j'ai envie d'un peu m'attarder sur cette partie parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Comment ça se passe ces premières discussions? Comment on trouve les gens? Comment vous gérez le rejet des gens qui disent mais vous êtes qui là, les deux gamins? Comment ça se passe ces premières interactions? Ce qui est plutôt simple là, c'est, enfin, dans notre domaine, l'événementiel, c'est que, comme on l'a dit, il y a des plateformes qui existent. Donc, par exemple, Eventbrite, on peut juste aller sur Eventbrite, voir les événements qui Ouais. se font, prendre des organisateurs et aller leur demander ce qui se passe dans leur utilisation, quoi. Ouais. Il y a un petit fun fact, c'est que l'Incroc, au tout début de PassePass, on a déjà été les voir, on leur a demandé, ok, vous pensez quoi d'une nouvelle plateforme belge qui ferait ça, qui ferait ça, qui ferait ça, et on n'avait même pas de MVP. Et juste, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont dit ce qui allait et ce qui allait pas dans leur utilisation de la plateforme qu'ils utilisent actuellement. Et on se retrouve 1 an après à les recontacter en disant, voilà, on a la plateforme que vous Construisez ce que vous vouliez, avez quoi. dit. Ouais. Ouais. Je sais pas comment on a trouvé les organisateurs, beaucoup de mails. C'est vrai que tout le monde n'accepte pas de prendre du temps pour aider un projet à se lancer. Ouais. Mais globalement, moi j'ai trouvé que les gens étaient quand même très constructifs et très sympas, quoi. Ouais. C'est important aussi la manière dont tu amènes ça. Donc, je disais auparavant que c'est important de ne pas vendre sa cam, pas du tout. Faut plutôt leur dire, amener ça en mode, pour l'instant, vous utilisez ça. On est curieux de savoir comment ça fonctionne pour proposer une alternative qui vous permettra d'avoir ça en plus, etc. Typiquement, nous, le cas de Passe-Passe, c'était en mode, voilà, on a vu que vous travaillez avec telle billetterie, c'est de telle nationalité. Nous, on se challenge pour voir un peu les problèmes dans l'événementiel pour développer une alternative belge. Et là, évidemment, les gens, ils sont ouverts. Et même s'ils savent peut-être qu'ils vont jamais bosser avec nous, voilà, toi, c'est quand même cette notion d'arme, c'est en Belgique, hein, c'est cool, en vrai, why not les aider, même si ça m'engage à rien. Donc ça, c'est important aussi de bien travailler ton message et puis pas avoir peur de contacter par mail, voir que ça n'a pas marché par mail, faut travailler le LinkedIn par exemple, mais c'est ultra important de ne pas faire du cold emailing en masse. Donc du cold emailing en masse, c'est avoir un template, bonjour monsieur, bonjour madame, bam, et t'envoies à tout le monde, c'est la pire des choses. Enfin moi, par rapport à ça, encore aujourd'hui, quand je fais la prospection ou qu'on vend, je préfère plus travailler la qualité à la quantité et vraiment prendre le temps de travailler un profil. Voir un peu qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son rôle dans la boîte, est-ce que je contacte la bonne personne dans la boîte qui a un rôle décisionnel ou pas par rapport à ce que j'aimerais travailler avec lui. Et donc, tu adaptes ton mail, tu essaies de rebondir sur des choses qui existent déjà. Typiquement, nous, ce qu'on fait quand on prospecte sur Eventbrite, c'est on va voir sur Eventbrite, on copie-colle son lien de son profil Eventbrite, on dit voilà, on voit que vous travaillez avec Eventbrite, on lui colle son truc, et nous on travaille justement pour développer une chouette alternative belge, est-ce que ça vous intéresse, etc. Et du coup là le message est complètement différent qu'un mail qui a pas d'âme et où le gars il voit que c'est du sales, Non, quoi. clairement, je te rejoins à 100% sur l'idée de qualité à la quantité, Exactement. notamment quand au final votre marché reste assez petit, assez limité. Je sais pas si on regarde le nombre d'événements qui sont organisés en Belgique, il y en a pas des millions non plus, hein. Il y en a peut-être des milliers ou des C'est ce dizaines. qu'on pense au début, mais en fait, au plus on creuse, au plus on en voit. Donc ça nous rassure, tant mieux. Ok, cool. En fait, ouais, t'as plein de trucs, tu te rends pas compte. Mais ouais, voilà, c'est important d'avoir une bonne approche par rapport à ça. Et en fait, dès que les gens sentent le côté commercial, c'est foutu, quoi. Donc faut essayer d'amener ça en mode, c'est pas de la sales, quoi. C'est juste une approche, discuter et avoir des feedbacks et discuter. Enfin, voilà. Ouais. Et d'autant plus quand c'est le début du projet, quoi. En plus. T'es pas là pour vendre, Ouais, t'es parce vraiment que là pour recueillir Ouais. des conseils. Exactement. je pense que quelque chose de très cool que vous avez fait, c'est que vous avez eu toutes ces discussions avant de construire quoi que ce soit, donc ça donne cette notion un peu que vous avez limite déjà prévendu la solution à l'Instacroc. L'Incroc. L'Incroc, voilà, enfin, vous êtes revenu, vous êtes dit, voilà, les problèmes que vous m'avez dit, j'ai développé une solution pour toi. Exact. Jean disait un peu, t'es pas là pour vendre ta cam, t'es là vraiment pour comprendre les problèmes des gens, tout ça. Donc ça, c'est une superbe approche que je pense, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passent d'abord par l'idée de construire quelque chose et après essayer de le vendre. Ouais. Et donc là, tu deviens beaucoup plus stressé, t'es là dans Exact. merde, faut que je le vende, et t'imposes un peu ta solution à bien souvent des gens qui n'ont pas ce problème-là. Ouais. Alors que quand tu prends la chose reversed dès le début, t'es là simplement pour comprendre les problèmes des gens et après construire cette solution. Donc ça c'est top. Toujours bien écouter les besoins et puis toi, adapter en fonction de ce qu'ils ont dit. C'est ultra important. T'as totalement raison là-dessus. Trop bien. Et c'est quoi qui ressort? Donc principalement le top 3 des pains des gens. Donc c'est quoi? Le dashboard, la personnalisation, c'était quoi? Ouais, la complexité du dashboard et de l'interface en tant que telle, sur peu importe les plateformes. Ouais. En fait, on avait des profils qui étaient très différents.
typiquement, on avait ces personnes qui disaient ah merde, par exemple Eventbrite ou la plateforme que j'utilise, c'est trop compliqué, je m'y retrouve pas. Et tu avais des profils qui disaient ah mais mon truc il est incroyable, et quand on voyait la solution qu'ils avaient, pour nous c'était genre éclaté au sol, tu vois. Mhm. Et du coup sur ces deux profils on était gagnants parce qu'on savait que sur les profils qui avaient du mal avec leur plateforme, on allait pouvoir amener quelque chose qui est beaucoup plus orienté UX, donc expérience utilisateur. Et des gens qui étaient ultra satisfaits de leur truc qui était nul pour nous, on savait qu'on pourrait proposer 1000 fois mieux, quoi. Et sinon les pain points principaux, ouais, comme disait Liori, c'est le parcours utilisateur, les coûts aussi, hein, les coûts des fils qui sont souvent importants. Et puis ouais, souvent c'est pas belge, ou alors ils n'avaient pas d'autres alternatives et ils ont pris ça par dépit parce qu'il y avait pas d'autres opportunités ou propositions sur le marché, quoi. Un gros pain point, c'est le support client. La moitié des organisateurs qui appellent un support d'une grosse plateforme, ils ont une réponse soit en quelques jours, alors qu'un événement, ça va très vite. Ça peut être, on peut avoir besoin d'un support dans les moins de 24 heures parce qu'il y a un bug sur son événement ou autre. Donc, support utilisateur sera un des gros pain points de toutes les autres plateformes. Ouais. Surtout dans des grosses boîtes comme Eventbrite, ça attendait, enfin c'est comme partout, hein, c'est ok, je vois votre problématique, je vous redirige vers un tel, puis un tel vous redirige, jusqu'à trouver la personne qui peut vous aider. Donc c'est la force de Passe aussi, c'est qu'en fait nous on a lancé quelque chose qui est un success manager. Donc un success manager, c'est quelqu'un qui va être entre guillemets attribué ou qui va accompagner un organisateur et qui va être disponible pour pouvoir soit l'accompagner dans la création de sa billetterie, ou alors aussi pour le challenger sur d'autres aspects qui entourent l'événementiel. Donc il n'y a pas que l'implémentation de la billetterie, il y a aussi des points de vue marketing, comment mettre en place un système de wave sur tes tickets, de jouer sur du FOMO, du marketing, tu vois. Et du coup, c'est la force de Passe aussi, c'est vraiment pouvoir accompagner. Peut-être qu'on peut se le permettre aussi aujourd'hui parce qu'on a un nombre d'organisateurs plus limité et du coup, on sait prendre le temps pour les accompagner. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que on est dans une ère où il y a tellement de choses qui existent, il y a tellement d'apps, il y a tellement de logiciels, tellement de solutions, de trucs. Le côté humain et relationnel, il se perd beaucoup et les gens, ils cherchent ça. Encore hier, on avait une conférence ici avec une personne qui travaille sous Passe. Et quand on l'a rencontré, il était en mode c'est super chouette de travailler avec vous parce que voilà, avant j'étais chez Eventbrite, mais sur un truc, t'as pas de côté humain, t'as rien, juste on te met sur la plateforme et puis bisous, merci, tu crées ton truc et c'est tout. Enfin, t'auras jamais contact, tu sais pas c'est qui derrière, les cofondateurs, etc. Et du coup, c'est une approche qui plaît beaucoup sur Passe pour l'instant auprès du marché, quoi. Ouais, je vous avais challengé un peu tout à l'heure sur l'aspect de quand, évidemment, quand vous êtes petit, dans le cycle de vie d'une startup, au début, c'est facile d'être sur mesure, personnalisé, et après, Ouais. quand vous grandissez, c'est le but. Vous perdez un peu cette notion-là. C'est un peu le rôle aussi du success manager, qui est, je trouve, une chouette option. Je sais pas si Eventbrite propose pas ce genre Pas du de tout. truc. Pas du tout. Donc ça c'est chouette, c'est quelque chose que vous pouvez continuer Mm. à implémenter pour chaque client tout en faisant grandir Passe-Passe, tout en gardant ce degré de personnalisation et de sur-mesure, ce qui est assez chouette. Ouais. Euh, Au niveau du pricing, Eventbrite est beaucoup plus générique, et vous qui apportez beaucoup plus de personnalisation, un account manager, vous vous positionnez comment? On se situe un petit peu en dessous d'Eventbrite et des autres plateformes aussi. On est à 3 ouais, je connais bien mon pricing. 3% plus 0,99 euros par ticket. Donc 99 centimes plus 3% par ticket Ouais. vendu. C'est vrai que c'est TTC. Donc sur un ticket de 10 euros, il y a par exemple, tu auras plus ou moins 1,15 € de frais. C'est TTC, tu n'as pas de frais cachés. Parce que souvent, il y a des billetteries qui te vendent du voilà, super, nous on fait du 45 centimes plus 3%. Mais après, tu te rends compte que de l'autre côté, donc l'acheteur, lorsqu'il va acheter son ticket, tu as les fees, puis après, tu as la TVA, puis tu as des frais de trucs, et au final, tu te retrouves avec des frais beaucoup plus importants. Ça, c'est une chose. Et en fait, nous, le but, c'était voilà, on est vraiment dans la moyenne du marché, donc on est un peu en dessous d'Eventbrite, on est un peu au-dessus d'autres concurrents. Mais l'idée, nous, c'est de venir ajouter de la valeur dans le produit et le côté relationnel, hein. C'est ça qui nous permet aussi de pouvoir proposer un success manager. Et comme tu disais, aujourd'hui, on arrive à un stade où tous les besoins un peu sur mesure, en fait, on peut le faire sur devis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les fiches de base. Et pour les besoins plus spécifiques des gros ordinateurs, on va développer des features, mais c'est sur mesure. Et du coup, là, C'est un peu voilà, on a une boîte offre. enfin, Eventbrite Exactement. slash webdev sur mesure, Exact. quoi. Ouais. Ok, Exactement. Et du coup, là, ok. on fait une offre c'est de win-win parce que du coup, nous, on va travailler à l'heure. Ça permet aussi de faire rentrer beaucoup de liquidités dans la boîte. Et eux, ok, peut-être qu'ils vont mettre 3 4 000 balles dans une feature, mais derrière, ils doivent pas embaucher une équipe de 10 personnes à plein temps pendant 2 semaines pour gérer des choses, tu vois. Donc, ils y gagnent aussi et c'est ça le but.
Le fait qu'il y ait Eventbrite, qui soit une solution générique, et qui soit plus cher que vous, et vous qui est très personnalisé avec un account manager, est-ce que tu penses que à terme, avec un volume qui va grandir, vous allez pouvoir garder ce positionnement, ou c'est pas tenable, c'est juste que vous êtes au début? Euh, Moi, j'y crois. C'est juste que du coup, on va devoir faire des choix. Typiquement, là, récemment, enfin, au début, on avait aussi un success manager qui était attribué aux événements gratuits. Parce qu'évidemment, au début, quand tu lances ta boîte, et moi, j'estime que c'est ultra important, le relationnel avec le client est indispensable. Ok, peut-être qu'il y a un client qui va arriver, ça va être gratuit. Peut-être que voilà, tu vas lui attribuer genre à chaque fois, genre je sais pas moi, 20 heures ou 30 heures par semaine rien que pour lui. Mais c'est ultra important que tes premiers clients soient ultra satisfaits de ta plateforme. Parce que ça, c'est ça qui est trop bien avec PassePass aujourd'hui, c'est que on s'est plié en quatre pour nos premiers organisateurs, payants ou gratuits, peu importe. Et aujourd'hui, ils continuent toujours à travailler avec nous et on sait que voilà, on a une fanbase qui travaille avec nous encore pour les prochains mois, les prochaines années. C'est ultra important. Donc voilà, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais se concentrer sur les premiers clients, c'est ultra important. Mais aujourd'hui, voilà, on a pris le choix qu'on ne peut plus vraiment accompagner les événements gratuits. Toi, typiquement, enfin, on peut les accompagner, mais dans la limite du raisonnable, hein. Donc, s'ils nous appellent à 22 heures, là, évidemment, on va revoir la chose. Mais l'idée, c'est que voilà, ceux qui ont des événements payants, on peut les aider, on peut les conseiller. Et puis après aussi, le fait de pouvoir accompagner les organisateurs, ça permet d'avoir aussi des feedbacks qui sont toujours importants. Peu importe que ta boîte, elle soit toute petite ou qu'elle soit plus grande. J'estime que ouais, au moins chaque semaine, tu dois avoir des feedbacks réguliers avec différents organisateurs pour avoir des retours et pouvoir améliorer ton produit. Ça, c'est indispensable quand tu es entrepreneur, c'est vraiment avoir des feedbacks du marché, parce qu'au final, ceux qui utilisent ta plateforme, c'est pas forcément toi, c'est vraiment ces gens-là. Donc moi, j'estimerais que ça vaut toujours la peine d'avoir des feedbacks et de prendre le temps de bien accompagner les gens. Ça les fidélise aussi dans le temps, hein. C'est ultra important quand tu lances un business, c'est d'assurer quelque chose, enfin un modèle qui est résilient, qui est récurrent. Si tu as un churn trop important, à chaque fois, tu vas avoir besoin d'une énergie de malade pour aller chercher des nouveaux gens, relancer des marketing, etc. Ouais, Donc non, voilà, donc la je te rejoins à récurrence, c'est 100%. important. Ici, Je te rejoins à 100%. ce qui est Ouais. intéressant aussi, c'est que tous les clients n'ont pas des demandes en même temps. Donc, Mhm. une personne peut s'occuper de plusieurs clients Ouais. euh, Ouais, d'un clairement. coup. Et surtout, au fil du temps, en fait, après avoir accompagné des clients, après avoir répondu à certaines questions, Ils ils prennent connaissent. tout simplement leur envol, j'ai envie de dire, et ils arrivent à juste faire ce qu'ils veulent sur la plateforme sans avoir besoin de nous demander. Donc, j'ai l'impression que oui, on pourra tenir le rythme Ouais, de garder un success manager par event. Et ouais, ouais. Et après, il y a moyen toujours de scaler un peu le modèle, hein. oui, Donc c'est ça. après, voilà, il y a un premier contact humain au début, puis après, tu as des aides, enfin, de la documentation, de la vidéo, hein, un chat avec un support humain qui est toujours derrière. Et en cas de réel problème ou quoi, évidemment, quelqu'un est joignable. Mais c'est quelque chose, même si voilà, peut-être que tu n'es pas toujours ultra bénéf, je pense que ça en vaut la peine, en tout cas pour une petite et moyenne entreprise. 100%. Je rebondis sur ce que tu disais, Jean, sur cette idée de, dès le début, être super personnalisé, accompagner à 100% les premiers clients, quitte à beaucoup de gens qui disent aussi, merde, putain, je suis pas rentable, ou je suis pas, Mhm. c'est pas scalable ce que je fais. Je trouve qu'au début, c'est clairement pas important parce que tu es encore dans cette phase de, voilà, comme tu disais, recueillir ces feedbacks-là, tu es encore en phase d'apprentissage, de comprendre les problèmes des gens, beaucoup plus que, voilà, avoir déjà un business qui est déjà rentable, etc. Et donc, effectivement, passer 20-30 heures sur un client gratuit, ok, tu vas rien gagner, mais c'est 20-30 heures d'apprentissage à travailler avec quelqu'un et Ouais, comprendre vraiment ce qu'il vit, etc. Ça va avoir 100 fois plus de valeur que d'avoir travaillé 20-30 heures pour un client sans vraiment avoir échangé avec lui. Donc je vois vraiment trois avantages à avoir ce truc sur mesure, super personnalisé. Ton client, tu l'appelles toutes les semaines, ça va, tout se passe mhm. bien. Mhm. Truc, même si c'est pas rentable, c'est pas scalable au début, ça t'apporte, premièrement, tu as tous ces feedbacks, tous ces knowledge, tous ces apprentissages qui t'aident à développer ton produit et aller vers quelque chose où tu as un bon product market fit grâce à ça. Tu as ce Ouais. truc d'avoir un peu, voilà, comme tu disais, cette fanbase, tu mets des gens dans le projet, ils sont contents d'être dans le Mhm. projet, ils sont avec toi, c'est des clients fidèles jusqu'à la fin parce que vous avez construit le truc ensemble. Tu sais que si un jour la plateforme crash, ces gens-là, ils vont Mhm. rester, ils sont Exact, avec vous. Et troisièmement, ces clients-là, ça devient un peu des ambassadeurs, ça devient un peu des gens qui vont être Clairement. les exact. plus chauds à dire ouais, passe, c'est C'est trop le meilleur bien, marketing, ça, c'est j'adore, le meilleur c'est marketing, le c'est meilleur clairement ça. marketing, ouais. Ouais. Les mecs, ils vont être trop chauds parler de passe-passe. Et je Mhm. trouve que cet investissement-là, au début, clairement, vous gagnez pas d'argent ou quoi. Ces trois choses-là combinées, à terme, ça a un multiplicateur fois 10 000. Ouais, Donc, tu crées une base qui est ultra robuste. Et c'est ça qui est important quand tu lances un projet, c'est d'avoir une base robuste. Comme je disais, si tu pushes à mort le marketing et que tu as 100 utilisateurs ta première semaine et ton premier mois, c'est génial. Mais si tu n'as plus personne, le mois d'après, c'est la merde. Donc c'est vraiment important de accepter petit à petit
donner de l'énergie à ceux qui te font confiance au début, ou du moins les mettre en confiance pour qu'ils le fassent. Et puis voilà, après, tu es sûr que tu pars sur une bonne base, et puis petit à petit, tu scales, et puis c'est que du bonus, quoi, comme tu as dit. Je reviens un peu en arrière sur. Vous avez toutes ces discussions avec ces gens-là, vous comprenez précisément, vous avez ces hypothèses de business qui sont là. Ça se passe comment le développement de l'app et le premier événement que vous organisez, comment ça se passe? Comment se passe le développement de l'app? Je pense que bah, du coup, on est encore dans le cadre scolaire quand on développe Ouais, notre première app. ouais, le POC. Ouais. Euh, Mec, ça remonte à loin. Ouais, ça remonte à loin. D'ailleurs, des fois, je travaille sur le Figma et je vois des vieilles archives de ce moment-là, et ça me fait peur, c'est terrible. Je faisais des belles couleurs saumon, très spéciales. Enfin, je suis très content de notre rebranding. Mais comment ça se passe, c'est que voilà, en fait, voilà, c'est comme on l'a dit, c'est dans un cadre scolaire. On avait un projet à délivrer pour janvier, parce qu'on avait la remise du projet, où on devait aussi justifier et présenter la chose devant un jury. Mhm. Mais comme je t'ai dit, par le biais de on a tous un background dans ce qui est marketing, design, développement. Et du coup, en fait, on a pu construire un truc énorme. Genre vraiment, en fait, on avait déjà la plateforme où les gens pouvaient créer un événement. Donc ça générait une page d'événement, un peu comme ça, un événement sur Facebook avec des images, ton titre, ta date, etc. Et aussi un système où les gens pouvaient directement s'inscrire à un ticket, acheter un ticket du coup, acheter parce que c'était gratuit, et s'inscrire à l'événement, ils recevaient un QR code, etc. Et nous, on faisait tout ça, et en parallèle, les pauvres, les autres groupes de notre classe, eux, ils galéraient à mettre un titre en rouge, par exemple, tu vois. Donc on avait quand même une avancée qui était énorme. Les profs étaient assez épatés. Genre, au début, quand on montrait la plateforme, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient qu'on avait pris, genre, qu'on leur montrait un truc qu'on souhaitait développer ou je sais pas quoi. Faut savoir que nous, on a été assez exigeants, qu'on a développé. Les profs ont été très cool. Ça qui est sympa avec des autres écoles comme les FEC. Enfin, en tout cas, moi, j'en tire une super bonne expérience. C'est qu'ils sont ouverts à d'autres choses. Par exemple, on devait développer dans un langage spécifique. Mais pour nous, c'était pas du tout viable, parce qu'on voulait développer quelque chose de très performant, qu'on voulait scaler sur le long terme, et du coup, on voulait développer dans des techs plus spéciales. Voilà, React Native, je sais pas si tu connais un peu les tech dev ou pas, mais à la base, on devait faire un truc spécial. Je sais plus c'était quoi la Aucune tech. idée. Aucune idée. Un sorte de tech web qui était converti en app mobile. C'était pas terrible. Ouais. Je sais plus c'était quoi le nom. Et puis il faut savoir que dans l'équipe, on avait quand même Timur qui avait une bonne base de code, etc. Et nous a dit, si on veut scale et si c'est un projet qui se veut viable, faut qu'on parte là-dessus, comme ça Exact. on peut aller plus loin direct, quoi. Ouais. Donc on a imposé aux profs Le tech, ouais. ouais. Et Ouais. juste, on a développé le truc. Jean, comme il a dit tout à l'heure, il était indépendant dans tout ce qui était design, création de site web, etc. Donc, pour faire du design, ça a été hyper rapidement. On s'est quand même inspiré des plateformes qui existaient déjà, etc. Aussi. Ouais. Timur, qui est très bon en dev, qui a la plateforme pour faire le premier POC, etc. et recueillir les besoins utilisateurs. Et juste, on a commencé comme ça, quoi. Notre Ouais. plateforme, elle était un peu moche, mais c'était le Il faut début. bien un début à tout. Bien C'était avoir moche, mais honte c'était quand on montre le incroyable. MVP, encore une fois. Faut C'est avoir ça. honte de le montrer la première version. C'est ça. Et pour Et les curieux, du coup, le back-end, c'était en Rust. Donc, c'est une sorte de Python, mais plus encore plus bas en termes de langage, proche du langage machine. En gros, c'est un peu chimique, mais ça permet d'être ultra efficace et d'avoir des bonnes performances. Et pour tout ce qui est le front, donc l'interface visuelle, là, on est en React.js / Next.js sur le site web pour tout ce qui est SEO, etc. Ouais. Mais du coup, là, on a vraiment une bonne stack qui est assez perf, quoi. Ouais. Ça, on a des bonnes bases et on est prêt pour la suite. Enfin, du coup, ça nous a apporté Les profs, ils des sont bons fruits. tombés, ils ont vu votre super front-end Next.js, ils sont tombés par terre. Exact, Trop exact. bien. Et votre premier événement, c'est qui et ça se passe comment? Gratuit ou payant? Payant. Alors, voilà. Donc d'abord, on a fait tous les événements gratuits. L'idée, c'est d'avoir un événement gratuit devant le jury. Donc on s'est débrouillé pour trouver un event de 50 personnes, qui est un truc gratuit pour le montrer au jury. C'était cool. Et après, voilà, on a continué à développer encore le projet pendant 2-3 mois pour mieux retravailler les bases, etc. Avec l'objectif de bientôt pouvoir trouver nos premiers organisateurs payants, ou du moins événements payants, et développer la société, la SRL. C'était le but, parce que là, jusque-là, on n'avait pas d'SRL, rien du tout, juste le projet.
Et du coup, on s'est dit, ok, bah super, les flux financiers, c'est un truc qu'on connaît pas trop, donc faut être safe. Nous, on est sur Louvain-Neuve, et on s'est dit, bah super, on va pouvoir trouver un petit code à projet qui fait un mini-event avec 10 personnes, avec des tickets à 10-20 euros. Et comme ça, dans le pire des cas, bah, ça se plante, on a 200 euros à gérer, quoi. Et il se trouve qu'en fait, le premier événement qu'on a accompagné, c'était un gros event qui a généré plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était des tickets à l'unité qui étaient à plus de 2 000 euros. Donc voilà. Donc là, je me rappelle, on a eu une discussion ensemble. J'ai eu l'opportunité, en fait, pour l'anecdote, c'était un client à qui je travaillais depuis longtemps et avec qui ben, j'implémentais les choses sur Eventbrite. D'une manière ou d'une autre, je pense que j'ai bien réussi à lui vendre la cam et le projet. Il n'y avait encore rien du tout qui était fait. Je lui ai fait, ouais, t'inquiète, on peut faire. Elle dit, ah, t'es sûr? Et comme ça, je fais, ouais, t'inquiète. Voilà, quand t'es entrepreneur, Oui, faut sur vendre aussi. Google, comment faire C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, on s'est retrouvé avec cette opportunité sur la table et on a discuté à trois. Et c'était go ou no go. Et bah, évidemment, il faut prendre ce genre de choses. Pour moi, c'est des opportunités à prendre. On s'est un peu chié dessus, c'est vrai. Mais au final, genre, tout était super. Enfin, voilà. Encore une fois, quand t'es entrepreneur, c'est en mode fake it until you make it. Après, voilà, je pense qu'il y a toujours des notions de sécurité à prendre aussi. Genre, nous, on savait qu'on pouvait être challengé à mort et qu'on, d'une manière ou d'une autre, on se débrouillerait pour qu'il soit content. Et au final, tout s'est bien passé. Ouais. Après pas mal de gouttes, pas mal de transpi, pas mal de nuits blanches peut-être. Ouais. Parce que du coup, Mais on a dû tout développer, vite courir pour écrire la société. je crois que le Comme, moment le plus ce qui stressant, était. c'est quand l'organisateur t'annonce que, ok, ben, on lance l'événement, on lance les inscriptions, et que là, t'as jamais eu une vente. Enfin, t'as déjà eu des inscriptions gratuites, Ouais. ce qui est complètement différent d'un flux financier, Ouais. et que ta première vente, ça va être un ticket à 2000 balles, et t'es en mode, ok, bon, ben, il y a 2000 balles qui C'est vont parti. traverser Ouais, passe-passe et ouais, qui doivent exactement. bien se passer, sinon, Ouais. c'est fini, quoi. Puis au-delà du produit, on a dû vite aussi courir. Enfin, vous avez dû courir en l'occurrence pour aller créer la SRL parce que Oui. évidemment, il fallait gérer ses flux financiers, etc. Du coup, il fallait qu'on court. Donc ils ont Et couru vers la là, comptable. Je on vous a laisse été expliquer. hyper bien accompagné. Ouais. Enfin, on contacte une comptable qui, je pense, était ta comptable. Ouais, en tant qu'étudiant indépendant. Oui. Ouais. On la contacte, etc. Et on lui explique la situation, qu'on doit avoir une SRL dans les 2 semaines parce que l'event va être lancé dans les 2 semaines et qu'on doit gérer un flux financier. Et d'habitude, avoir un rendez-vous avec un notaire, etc., pour ouvrir une SRL, ça prend un mois minimum. Ouais. Et bon, là, elle réussit à nous carry tout en une semaine. On a un plan financier, on a tout ce qu'il faut niveau légal pour aller chez le notaire signer. Le notaire nous fait tout l'acte de constitution, etc. Exact. On va chez le notaire avec. Toi, tu m'avais donné une procuration, Timur et moi, chez le notaire. On passe les 30 minutes où il nous pitch tout l'acte de constitution de la SRL. On met nos petites signatures. On sort, on appelle Jean, on lui dit on n'a pas signé finalement, c'était trop dur. Et non, en fait, on avait signé. Quelques mois durant cette période, j'étais en Erasmus en Norvège en fait. Du coup, on devait tout synchro en distanciel. C'était un peu un Ouais. challenge aussi, mais je pense qu'on a quand même bien fait ça avec du recul. Ouais. Enfin, en tout cas, tout a roulé et tout a fonctionné. Mais ouais. Du coup, on signe la SRL et c'est vrai que je crois qu'on a la SRL Vous la fait la plus rapide. petite photo quand vous signez le papier. Ouais, je pense qu'on a une vidéo même quand on Ouais. signe le papier. Carrément. Et ouais, je pense qu'on est la SRL de Belgique, montée la plus rapidement. La plus rapidement. En 2 semaines, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, Pour avoir carrément. tout ce qu'il fallait, c'était chaud. Là, encore une fois, c'est cool. Vous avez une approche un peu plus, dans l'autre sens, un peu plus. Vous avez eu votre premier client et puis Ouais. vous avez créé la SRL. Je pense que c'est un truc qui Ouais. arrive souvent aussi Ça, où c'est... quelqu'un a envie d'être légalement tout au point, SRL, tout ça, et puis Ouais. en fait, on se rend compte qu'il n'y a juste pas de client et on a juste Ça. perdu notre temps et notre argent. Ouais, clairement. Donc là, c'est encore une fois une Et approche puis, chouette. comme on le disait avant, on était tous étudiants indépendants et peut-être bêtement, on a pensé que le premier client, on pourrait peut-être le prendre sur une de nos sociétés et quand en fait tu te retrouves face au client et que tu lui dis ça va être une solution un peu bizarre, tu te dis non, même toi t'y crois pas et donc autant faire les trucs safe et y aller direct. Surtout que, genre, gérer la thune quand tu es étudiant indépendant, ça va pour des petits montants de 100, 200, 300, 500 euros, mais tu peux pas te permettre d'avoir directement 40 000 euros qui arrivent sur ton compte en tant qu'étudiant indépendant, puis après le dispatch derrière. Ça a amené quelques complications, nous a dit la comptable. Donc voilà, on t'a amené à faire la SRL. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu venais de dire avant, en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent créer des SRL tôt, parce que c'est stylé, c'est chouette, ça engage un projet. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu dois faire le plus tard possible parce que tu as des frais qui sont associés à ça, on ne se rend pas toujours compte. Ok, il y a les 3 000 euros d'entrée, ça passe. Mais après, tu as ta comptable à payer tous les mois, c'est 300 euros, etc. Et du coup, c'est important de mettre l'accent sur tes sales et de créer ta SRL quand tu es vraiment
devant le fait que, ok, bah là, maintenant, il est temps de passer en Plus SRL. de choix, quoi. J'ai plus le choix. Exactement, exactement. Mais sinon, c'est vraiment important, encore une fois, de bien tester son idée, parce que j'en connais beaucoup, ils ont une idée en tête, ils créent la SRL, puis ils lancent le truc, et en fait, tu te retrouves à devoir payer 1 an et demi de SRL, etc. Et si je dis pas de bêtises aussi, en fait, une SRL, ça coûte de l'argent aussi quand tu souhaites la supprimer. Je pense que c'est genre autour de 4 000 € si je dis pas de bêtises. Et ça, souvent, c'est des trucs qu'on prend pas en compte. Donc, si ton truc est foire ou si ça prend trop de temps, ben, tu as le choix entre soit de payer ta comptable tous les mois jusqu'à ce que ça marche, ça peut durer facilement plusieurs mois slash années, soit bah, tu décomposes ton SRL et ça te coûte 4 000 € sans Ouais, compter clairement. d'autres frais qui sont amenés derrière, quoi. Ouais. J'ai une blague que j'ai avec un ami entrepreneur. Il a fait Ouais. l'épisode 12 ici sur le podcast. Mhm. Lui, il a fait sa SRL dès le début, Mhm. il y a quelques années, avant même d'avoir les clients et tout. Et maintenant, on en rigole. Il dit Putain, mais la SRL, je l'ai créé pour faire la photo LinkedIn, quoi. Ouais, c'est souvent comme ça. Tu sais, t'es content d'avoir ta SRL, t'as l'impression que c'est un bon gros cap dans ta boîte. Mais pour moi, c'est un bon cap lorsque tu en as vraiment besoin et que bah, tu sais que tu auras rapidement un turnover sur base de tes frais qu'elle amène, quoi. Donc ça, c'est important. Tu débrouilles d'une manière ou d'une autre. Tu trouves d'abord tes premiers clients, limite tu leur vends le truc en mode ouais, le produit est prêt là, dans un mois parce que tu as encore envie de créer ton SRL sur le pouce, je sais pas. Mais ouais, faut pas le faire trop tôt, ça sert à rien. 100% d'accord avec ça. C'est quoi les process de passe-passe aujourd'hui? Comment ça se passe de l'acquisition de clients à Mhm. l'onboarding, à l'accompagnement, et à le success manager, au closing, à retravailler avec vous? C'est quoi le process de A à Z de passe-passe? Ok. Bah, et comme on le disait, du coup, l'équipe s'est agrandie là, Mhm. fin 2024, début 2025. On est maintenant 7. Il y a Jean et Henri qui sont vachement concentrés sur l'acquisition de clients. Timour et Martin qui font vraiment du développement de la plateforme. Et alors, niveau canaux d'acquisition, on a soit les réseaux sociaux, donc, dont moi je m'en occupe avec Eva, soit le contact juste via mail, via des Ouais. campagnes marketing, via autres, des connaissances, d'autres organisateurs qui nous ont conseillé, tout simplement. Ouais. Et là, c'est plus Henri et Jean qui prennent le relais. Je te laisse Parler expliquer. vous n'aimez pas trop faire des mails trop génériques ou quoi? Vous utilisez quand même des outils de campagne ou vous faites vraiment tout de manière Ouais. personnalisée? Et si tu veux, on peut même revenir au début de Passe-Passe parce qu'en fait, il y a souvent des gens qui se reposent un peu sur le laurier et qui sont en mode chill, ça va être que de l'inbound et c'est que les gens qui vont venir à moi, etc. Pas du tout. Je pense que tu as le LOL. meilleur point de. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, par exemple, pour prendre l'exemple de Passe-Passe, le problème, c'est que tu pousses un MVP sur le projet. Donc, un MVP, c'est vraiment ta base minimale pour que ce soit viable. Et du coup, tu peux pas te permettre de dépenser 1000 balles de marketing pour attirer plein de gens sur ton site web qui essaient ta plateforme et qui voient que c'est éclaté, que c'est un truc qui est encore un peu brouillon et qui est en développement. Et du coup, il y a tout le monde qui part et voilà, tu n'as rien gagné. Et du coup, Passe-Passe, nous, ce qu'on faisait au début, c'est que quand on prospectait, le but, c'est qu'on ait vraiment un contrôle sur les gens qui utilisent Passe-Passe. Parce qu'on voulait pas que des gens viennent juste sur Passe-Passe, qu'ils essaient le truc et qu'ils disent ah, mais il y a des bugs, hein, mais pourquoi est-ce qu'il y a un bouton qui est là et que juste ils partent. Faut savoir qu'à la base, la première version de Passe-Passe, il fallait d'abord nous contacter via un formulaire de contact pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc tu nous contactais, nous on t'onboardait en mode voilà, c'est un projet qui se développe, et comme ça, le gars il allait sur la plateforme, il avait compris le projet, il avait compris que c'est un truc qui se développe, qui est lancé par des jeunes, etc. Et encore une fois, c'est comme ça que tu crées aussi ta fanbase, parce que typiquement, c'est comme si vous demain vous cherchez un logiciel, vous arrivez sur un truc et vous voyez que le truc il fonctionne pas, après 30 secondes, je peux vous assurer que vous serez plus là. Donc c'est important de aussi avoir un bon axe stratégique qui est accepté de travailler ton timing. Donc nous à ce moment-là avec PassePass, le timing c'était quoi? C'est d'aller chercher quelques organisateurs stratégiques, de créer une bonne relation pour avoir des feedbacks et qui utilisent la plateforme en sachant qu'il y aura des bugs et que ça pose pas trop de problème. Et maintenant, du coup, on a pu développer, enfin lancer il y a 2 semaines, un peu moins, la V2 de PassePass. Et du coup, là, en fait, le flux est complètement refait. Je vous invite à aller voir sur pro.passepass.be. Faut juste aller sur la plateforme, créer votre événement, etc. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais ça, voilà, du coup, D'ailleurs, maintenant, le. vous pouvez supprimer mon test d'événement. Test. Voilà. Mais du coup, maintenant, en fait, Passe-Passe, en tant qu'organisateur, tu vas sur le site web, tu crées ton compte et tu peux tout faire de A à Z. Donc maintenant, tout le cycle est faisable de manière autonome par l'organisateur et c'était le but. Et du coup, là, l'approche qu'on a, c'est là, on va d'abord aussi voir dans quelle niche est-ce qu'on a le plus de pouvoir, est-ce qu'on a les meilleurs leviers. Parce qu'en fait, quand tu prospectes, pour moi, en fait, la meilleure chose pour avoir tes premiers clients, c'est la prospection. C'est du mailing, comme tu as dit, pas du cold mailing.
tu customises un peu la manière dont tu vas approcher la personne pour que vraiment ils sentent que c'est une approche one-to-one et pas one to 10 000 personnes dans ta base de données email, tu vois. Donc tu travailles un peu, tu apprends sur la personne, tu apprends son business, tu apprends sa boîte, tu regardes un peu les événements qu'il a fait et puis après, tu te contactes de manière personnalisée. Et après, voilà, tu essaies d'avoir un book. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Mais voilà, donc prospecter, vendre. Et pour moi aussi, il y a un truc qui est important. J'ai déjà discuté avec d'autres personnes qui lançaient leur projet. Et comme je te dis, tout ce qui est prospection et vente, ils le mettent de côté du ouf. Et ils pensent juste que ça y est, mon produit est lancé, je vais faire des stories Instagram et ça va se vendre tout seul. Mais pas du tout. Et du coup, aussi, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'essayer d'embaucher des sales externes ou je veux dire, déléguer la partie sales. En tant qu'entrepreneur, quand tu es founder, c'est ultra important d'avoir au moins une des Je personnes, pense slash que c'est deux. intéressant à un moment, mais effectivement, trop Exactement, tôt, c'est pas intéressant. Ouais. Une fois que tu sais déjà à qui tu t'adresses, exactement, comment tu exactement. t'adresses, et t'as un peu déjà un script dans ta tête et tu Exactement, sais comment ça se exactement. passe, là, effectivement, avoir des sales, c'est intéressant, mais dès le Ouais, début, ouais, c'est non. ça. Au début, c'est tout qui. Enfin, limite, je pense que tu vas être dans les sales avant de chercher 100 000 balles, slash 200 000. Enfin, ça dépend du business, mais je pense que tu as de la marge avant de commencer à déléguer. Parce qu'en fait, en tant que sales, tu vas avoir une position ultra importante. Je sais que souvent, il y en a, voilà, t'es ingénieur ou tu développes un produit, t'as pas envie d'être référencé comme un sales. Mais au final, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre son projet avant tout. Et c'est pas que vendre à des gens qui vont utiliser ta plateforme, c'est aussi après le vendre au travers de pitch pour des investisseurs, pour tout ce que tu veux, pour genre toi, des potes. Enfin, un entrepreneur doit pouvoir vendre son projet. Et du coup, c'est important de s'y mettre, de dire, OK, les débuts, c'est compliqué, tu as plein de refus, tu n'as pas de réponse à tes mails. Du coup, tu as fait ta stratégie, tu regardes ce qui marche pas. Et c'est comme ça que tu scales et que tu comprends aussi en fait, la manière dont les gens sont sensibles à ton projet, quoi. Et ça, c'est ultra important. Et comme ça, une fois que tu as une bonne compréhension de, OK, je sais que mon marché est sensible à ces arguments-là, tu peux le partager avec d'autres personnes qui vont pouvoir t'accompagner dans la tâche. Mais le déléguer directement à des gens, c'est la pire chose parce que du coup, tu as des attentes, tu vois qu'il n'y a pas de résultat, ça frustre, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, d'abord, soit avoir une bonne compréhension de comment vendre son produit, donc réellement le faire et pas justement à une ou deux personnes et pas à tes potes. Vendre à ses potes, pour moi, ça marche pas trop. Le vendre vraiment à des inconnus, avoir beaucoup de volume et puis, OK, j'estime que j'ai une bonne compréhension du marché. Maintenant, je peux lead des gens qui vont m'aider là-dessus, quoi. En bref, Jean est devenu un stalker de LinkedIn. Non, oui, parce que voilà, pour revenir à l'emailing, il ne faut pas juste envoyer un email puis attendre une réponse. Typiquement aussi, beaucoup de fois, les emails que tu vas trouver pour contacter tes clients, c'est les emails info at le nom de domaine.be. Donc déjà, là, tu ne vas pas toucher les personnes décisionnaires. Donc par exemple, moi, une petite strat, c'est cadeau que j'ai pour l'instant, c'est t'envoies un email un peu, voilà, t'envoies un bon email personnalisé à ces fameux emails info at le nom du business. Et après, tu vas target sur LinkedIn les personnes qui sont décisionnaires dans ces boîtes-là. Donc, tu les contactes. Enfin, d'abord, juste, tu fais une requête de connexion. Puis, une fois qu'ils acceptent, tu les contactes. Et moi, souvent, je dis un petit hook au début de mes messages, mode bonjour, j'essaie de vous contacter via, puis je mets entre parenthèses l'adresse email en question. Mais voilà, il n'y a pas eu de succès. Donc, je me permets de vous contacter via LinkedIn. Et après, bam, t'enchaînes la suite de ta strat, enfin, la suite de ton message. Et du coup, c'est bien parce que les gens, ils voient le premier hook. J'ai essayé de vous joindre via data, mais j'ai pas eu de réponse. Et du coup, ils cliquent et après, ils voient le truc. Et si techniquement, tu as bien fait ton boulot et que tu vises les bonnes personnes, c'est des personnes qui vont être sensibles à ton offre. Et du coup, c'est tout gagné, quoi. Après, ils vont te remettre en contact avec les personnes qui sont responsables de la billetterie, truc bidule. Mais ça, c'est important aussi, c'est quand tu fais des sales, c'est pas chercher du volume, c'est chercher les petits segments qui vont être sensibles à ton offre. Ça sert à rien d'envoyer un truc à 10 000 personnes. Maintenant, vaut mieux avoir, je sais pas moi, contacter 10 personnes et avoir un retour à hauteur de 80% que contacter 10 000 personnes et avoir seulement genre 10 personnes qui te répondent parce que les trois quarts des autres gens, il n'y a pas d'intérêt à ça, quoi. Donc, c'est important de se poser en tant que sales. C'est pas juste, OK, c'est pas chercher des volumes, c'est réfléchir, OK, c'est qui ma cible? En fonction de ma cible, comment je vais adapter mon message? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse pas? Et puis adapter en fonction de ça. Et c'est pour ça qu'au début, c'est important de faire aussi des mails custo. Et pour répondre du coup au niveau des outils, on a un CRM. Voilà, nous on a un CRM sur Odoo, c'est pas le plus excitant. On a du coup Odoo pour gérer tous les leads dans le Kanban, tu vois, pour savoir un peu où ils en sont dans le process de sales. Donc tu vas d'abord dire, OK, ça c'est un prospect chaud à aller chercher. Puis tu vas dire quand il a ouvert son mail, quand est-ce il a répondu, quand est-ce que tu as booké une démo avec eux, par exemple. Et sinon, un bon outil qu'on utilise, c'est HubSpot. Pas pour le côté CRM, mais plutôt pour le suivi des mails. Et du coup, là, en fait, tu peux track quand les gens ont ouvert ton mail ou pas. Et ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup aussi, parce que du coup, ça permet de voir, OK, il y a autant de personnes qui ont ouvert mon mail, mais il n'y a que X% qui a répondu. Donc peut-être que c'est mon sujet qui n'est pas assez, qui est pas assez chaud. Ou comment est-ce que tu pourrais travailler la chose pour que tu aies un meilleur taux de clic, quoi. Un Sur taux LinkedIn, d'ouverture des vous mails. arrivez à traquer aussi. Ouais. Ouais.
Sur LinkedIn, vous arrivez à traquer aussi? Sur LinkedIn, du coup, là, vu que c'est beaucoup de contacts à la main, tu te fais une idée, plus ou moins, tu vois? Et encore une fois, moi, je suis dans l'optique tu fais des sales, mais en fait, ça sert à rien de perdre, 4 à 10 heures par semaine, pour voir un peu où tu en es dans tes datas. Je pense qu'à ce stade-ci, tu as plus d'impact, je vais prendre ces 4 et 8 heures, pour contacter de nouveaux leads. Donc à chaque fois, nous, on a une bonne vision globale de, OK, ce qui marche pas. Et après, on n'a pas commencé à se faire chier à faire un tableau Excel avec toutes des datas, sur mesure, où tu sais exactement ce qui se passe et tout. Ça, c'est quelque chose qui est bien quand tu as vraiment un gros volume. Mais sinon, avant ça, perds pas du temps là-dessus. Enfin, encore une fois, faut que tu regardes c'est quoi mon essentiel. Est-ce que j'ai plus intérêt à prendre 4 heures à faire un sort de dashboard stylé, ou est-ce que j'ai plus intérêt à prendre 4 heures pour aller chercher, je sais pas moi, 20 nouveaux leads qui pourraient me ramener X montant d'euros après, tu vois? Ça, c'est important quand tu es indépendant, enfin, quand entrepreneur aussi, c'est OK, voir c'est quoi mes prios, aller vers l'essentiel et voir ce qui a le plus de, le plus de pouvoir, si je peux dire, pour l'instant, et qui a L'impact aussi. le plus d'impact, exactement, et exécuter, quoi. Ça, c'est important. Respecte un peu le timing de Ouais, Liori non, ça, je avec parle beaucoup, je suis une désolé. petite. Non, mec, moi, c'est ce que je fais, donc je pourrais parler 1 heure et demie de ça. J'ai eu genre 14 questions qui sont venues dans ma tête, je me suis dit non, je vais pas poser ça. Ouais, vous pouvez continuer le call après, hein. Tu connectes ton ordi, tu te connectes à ça et Non, on continue la discussion avec les micros, nous. Non, ça s'arrête jamais. Mais je finis avec 2 questions. Je finis là, premièrement, avec c'est quoi le futur de Passe-Passe? C'est quoi ce que vous avez en tête? Vers où vous voulez tendre là maintenant? C'est quoi les objectifs? Et deuxièmement, il y a déjà eu genre 14 milliards de... Je vois le regard de gens qui disent ça, c'est toi qui vas répondre. non, Et mais puis, deuxièmement, il y a déjà eu 10 000 conseils depuis le début, mais pour des jeunes entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quoi les grosses conneries? On a déjà parlé plein de trucs, que ce soit aspect légal ou aspect écouter les gens avant de construire ta solution. On a déjà discuté de plein de trucs, donc je sais même pas si ma question elle a du sens, mais juste pour résumer un peu, genre si vous aviez un conseil principalement, si vous reveniez 5 ans en arrière, ça serait quoi votre conseil numéro 1 pour entreprendre? Donc voilà, c'est 2 questions pour clôturer cet épisode. ok. Pour répondre à la première question, c'est drôle parce qu'on a eu la discussion ce matin de Top. quelle vision Tout le on monde est voyait pour aligné, Passe parfait. pour les prochains mois en tout cas. Pour parler sur du court terme, là, ça va être de booster l'acquisition. On a sorti la V2, on aimerait sortir bientôt la plateforme, enfin le nouveau visuel des pages d'événements, et ensuite sortir la plateforme de référencement d'événements. Je pense que pour les prochains mois, là, ça va être de booster l'acquisition dans tout ce qui va être surtout festival, nightlife et des trucs un peu plus fancy, Mhm. sans perdre le côté, enfin tous les côtés qu'on a déjà et les organisateurs qu'on a déjà, donc tout ce qui va être B2B et autres. Mais c'est vrai que pour les prochains mois, là, ça va être plutôt concentré sur des événements qui rapportent une fanbase, comme on le disait, plutôt récurrente, donc avec des événements tous les mois, Ouais. toutes les semaines, etc. Pour du plus long terme, je pense clairement devenir la référence dans l'événementiel en Belgique. On a vraiment envie d'ouvrir une plateforme qui référence des événements, qui propose des événements en fonction des anciens événements auxquels tu as participé, en fonction de tes centres d'intérêt, en fonction du style de musique que tu écoutes, etc. C'est vraiment devenir la référence de l'événementiel belge. Exact. Je sais pas si sur du court terme, tu étais d'accord avec moi, Ouais, mais je pense que complètement. c'est... À la limite, si je peux te compléter là-dessus, en fait, la problématique qu'on a pour l'instant, enfin, c'est pas une problématique, mais pour l'instant, on a juste l'aspect billetterie, parce qu'il faut savoir que Passe-Passe, c'est en 2 phases. Donc, d'abord, proposer un outil de billetterie pour les organisateurs d'événements, et ensuite, proposer à terme, donc c'est la deuxième phase, proposer une app slash un environnement où tout le monde peut découvrir des événements de la région. Et comme ça permet aussi de donner de la visibilité aux événements qui travaillent ici en Belgique. Il faut savoir que du coup, pour l'instant, on accompagne entre 20 et 40 événements par mois, donc ce qui est déjà trop bien. Mhm. Mais pour l'instant, on est très diversifié en termes de style d'événement. On a du culturel, on a du nightlife, on a du B2B, on a du privé. Du coup, typiquement, il y a, par exemple, quelqu'un qui souhaite la nightlife ce mois-ci, il aura peut-être 3 événements qui seront pertinents à ses envies. Et du coup, maintenant, on va commencer à travailler niche par niche pour créer du volume d'événements. Et comme ça, doucement, on peut proposer cette fameuse application où tout le monde peut se rendre et découvrir des événements dans la région, quoi. Donc ça, c'est pour ça qu'on va push l'acquisition, travailler niche par niche, avancer petit à petit, créer du volume, et comme Ouais. ça, on peut proposer plein de choses, pardon,
aux gens qui cherchent des events. Et il faut savoir que pour l'instant, Passe-Passe, ça s'adresse principalement à une En communauté qui est gardant. francophone. Ouais, On a vraiment envie de pouvoir push tout ça sur Bruxelles, sur la Flandre, etc. et de toucher toute la Belgique, quoi. exact. En gardant cette approche super personnalisée avec Ouais, les success managers, tout en gardant ça, tout en scalant. Exact. yes. Et donc, Léo, je sais pas si tu as Ouais. des suggestions sur la Pour la deuxième deuxième question, question. tes meilleurs conseils en tant qu'entrepreneur pour des gens qui souhaitent se lancer, donc qui sont un peu au stade de l'idéation ou bien juste qui sont motivés par quelque chose. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? On l'a dit tout à l'heure, je pense la phrase qu'on peut retenir, c'est vaut mieux fait que parfait. Et donc venir approcher des gens avec enfin ça dépend le produit que tu as, mais avec ton produit qui est pas parfait justement pour récolter des besoins, récolter des conseils, récolter plein de choses sur ton produit, sur l'expérience des gens, c'est clairement ce qui va jouer dans le bon développement de ton C'est entreprise ça. ou de ton produit ou d'autres. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des conseils, enfin des conneries qu'on a fait et que on peut dire qu'on ne devrait pas le faire? Avec du recul, je pense pas qu'on ait fait beaucoup de conneries. Je pense qu'au moment donné, je me demandais si c'était les bons choix. Bah, typiquement, prendre énormément de temps et se plier en quatre pour un organisateur. Bon, je le dis avec du recul, je me rends compte que genre, à l'époque, tu dis ah merde, mais j'ai pas beaucoup de temps, merde, est-ce que ça va être rentable sur le long terme et tout. Mais là, avec du recul, bah, ça en vaut complètement la peine. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Entre nous, quand tu commences, t'as pas 20 000 clients, donc t'as pas d'excuse que de te plier en quatre pour tes premiers clients. Donc pour moi, cette approche-là, elle était correcte. Après, évidemment, faut toujours rester un peu dans son chemin. Faut pas oublier son idée initiale. Mhm. Sauf si, bah, typiquement, tu te rends compte qu'en fait, ton idée initiale, elle fit pas du tout avec un marché. Bon, là, tu peux dégoûter un peu. Je veux dire, voilà, faut pas non plus commencer à créer un produit C alors que tu développes un produit A parce que ton client le veut un tel et que tu vois qu'il n'y a pas de réel intérêt. Mais voilà, je pense que c'est important de chuchoter ton client quand même, c'est ultra important. Puis entre nous, tu n'as pas beaucoup plus de valeur ajoutée sur le marché à ce moment-là, donc c'est important de venir créer de la valeur ajoutée à ton produit, justement avec cette relation et la réactivité et la flexibilité que tu peux apporter. Parce que ton produit au début sera pas meilleur que d'autres, ça je peux te l'assurer. Donc voilà, donc bien prendre le temps avec des premiers clients, créer une bonne fanbase, une bonne relation de confiance. Ça, c'est une chose. Je rejoins à 1000% aussi Léo sur le vaut mieux fait que parfait. Donc, pousser ton idée le plus vite possible sur le marché. Si tu prends 6 mois à créer ta roadmap, ton business model Canvas et ton planning, tu es à côté de la plaque. Pour moi, c'est le genre de choses que tu fais plus tard. D'abord, tu fais l'essentiel, tu exécutes. Ça, c'est le plus compliqué aussi quand tu as des idées ou quoi. Tu prends trop de temps à réfléchir à des modèles, des trucs. Mais non, juste exécute, fais. Et faire, c'est pas faire sur papier, c'est faire et proposer et vendre surtout ton offre. Vendre, c'est pas forcément les vendre pour de l'argent au début, mais c'est au moins trouver des gens qui ont un intérêt dans ton produit. Ça, c'est ultra important. Il y a trop de gens qui disent ouais, chill, ça va le faire. Non, juste tu vends ton truc, tu trouves les premiers 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 personnes qui sont intéressées. Et après, tu réfléchis différemment et tu prends du recul et tu vois comment augmenter son Être offre. plus sur le terrain et moins dans sa tête, dans sa Exactement, chambre. exactement. Et pour moi, ouais, le côté sales, c'est le plus important, quoi. Donc, c'est vendre ton projet et trouver les premières personnes qui veulent travailler avec toi. Peu importe que ce soit gratuit ou que tu fasses payer ou pas au début, ça c'est un problème pour après. Mais au moins, déjà trouver les premières personnes qui veulent bosser avec toi ou avec ton produit et qui sont pas tes potes, slash des potes à des potes, slash ta famille, quoi. Mhm. Et ça, c'est un truc que tu dois faire le plus tôt possible. Et encore une fois, ben, fake it until you make it, comme on a fait avec notre premier événement. Bah, tu vends quelque chose, tu vois, c'est l'attraction, et après, tu te débrouilles et tu te plies en Tu demandes à 6 en ChatGPT comment on 10. fait. Par exemple, après, c'est bien, ChatGPT, il va te donner des conseils, mais c'est pas lui qui va tout faire. Donc, c'est comme toi qui va devoir passer, à mon avis, pas mal d'heures à préparer ce que tu as vendu. Mais ouais, c'est ça, genre, c'est vends le truc et après, tu débrouilles pour que ce soit fait. En fait, limite, les gens ne devraient pas avoir peur de vendre leur idée avant qu'elle existe. Comme ça, ben, justement, ben, tu vends le truc, tu as tes premiers feedbacks et tu sais que tu T'es vas pouvoir sûr de travailler. construire quelque chose pour Exactement. quelqu'un. Exactement. On a eu le cas aussi avec des organisateurs. Ben, en fait, au début, tu fais oui, 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 chill, on l'a, alors que tu l'as pas du tout. Mais après, tu sais que ce gars, il va commencer à travailler avec toi dans 2 mois, dans un mois, par exemple, ou 2 semaines, parce que tu as cette fameuse feature que tu n'as pas, mais que tu as vendue comme si tu l'avais. Et après, ben, tu as 2 semaines pour développer ta feature. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu as ta rush pour créer une feature que quelqu'un a besoin et que du coup, par ce biais-là, il va commencer à bosser avec toi. Enfin, je veux dire par là que c'est plus intéressant de vendre le truc, avoir des feedbacks et ensuite se débrouiller plutôt que de passer du temps à développer quelque chose où en fait, tu n'es même pas sûr si les gens le veulent, tu vois.
Ouais. Mais au-delà de développer une feature pour un seul client, effectivement, bah, c'est cool parce que tu sais que la personne la veut, donc tu développes pour quelqu'un. C'est ça. D'avoir les retours des gens et les besoins des gens, bah, ça te permet de te concentrer déjà sur développer des features, pas seulement pour ce client, mais pour ton produit de Ouais, manière c'est générale, ça. parce qu'il y a fort à parier que si ce client-là avait besoin de cette Exactement. feature-là, il y a très Exactement. moyen que d'autres clients aient également besoin de ça. Donc au final, tu as amélioré ta solution, tu as amélioré ton produit. Ouais. Donc je Exactement. te rejoins. Exactement. Et 200%. pour compléter ça, je pense un truc important, enfin un conseil important pour les jeunes qui essaient de se lancer, que ce soit notre âge plus vieux ou plus jeune. euh, L'important, c'est de poser au plus vite et d'adapter avec les retours que tu as la vision de ton produit pour pas se retrouver le nez dans le guidon à développer un truc qui n'a plus forcément de sens pour tes clients, pour tes prospects et autres. Ouais. Je pense adapter sa vision souvent et sur du très long terme, entre guillemets, c'est quelque chose qui aide à développer un projet de manière saine, en tout cas. Exactement. Et pas hésiter à prendre du recul de temps en temps, genre tous les 3-4 jours, slash semaine, prendre du recul et se dire sur sa semaine, ok, sur ma semaine, il y a ça qui a apporté énormément de fruits. Mais par contre, là, j'ai passé des heures et au final, je vois que ça sert à rien. Et comme ça, dans le temps, tu peux vraiment améliorer tes process, tu peux améliorer tes approches, tu peux améliorer ton offre. Et c'est vraiment important de voilà, accepter de prendre le temps, limite mettre sur papier et puis voir, ok, ça a marché, bah, parfait, je continue à pousser dans ce sens-là. Ça n'a pas marché, c'est une perte de temps, bah, je le mets un peu de côté. Et puis si je vois qu'en fait, finalement, c'est important, bah, je le remettrai après dans mon planning de la semaine, etc. C'est important et bien aussi quantifier un objectif, donc se dire, ok, typiquement, si tu lances ton projet, c'est par exemple se dire, ok, pour l'instant, j'ai rien, mais mon but, c'est que dans, je sais pas moi, 10 jours, je vends le projet à une première personne, même si j'ai encore rien qui existe, c'est important aussi. Sinon, à chaque fois, tu tires en longueur, tu travailles tes business models, mais au final, tu n'exécutes rien. C'est important de se mettre des deadlines pour exécuter, pour avoir du concret au final. Et un dernier petit truc aussi, c'est peut-être un sujet qui partage, mais c'est l'image que tu donnes sur le marché, c'est l'image que tu donnes aux gens. Après, c'est peut-être aussi plus mon profil de créatif qui m'amène à dire ça, mais c'est très important de travailler au minima ton offre pour que ça ait l'air pro. Donc, c'est aussi beaucoup par des visuels. Aujourd'hui, il y a plein d'outils incroyables qui permettent de faire des visuels assez poussés, qui font très pro. Parce qu'en fait, si tu arrives avec une tête, enfin une face de business qui reflète le petit student que tu es, tu vas pas être très loin. Donc c'est important de, genre, encore une fois, genre, mettre l'énergie qu'il faut pour que ce soit pro, pour donner la bonne image aux gens. Parce que la force de Passe-Passe à un moment, c'était qu'en fait, on avait build un site web qui était super bien, on avait un bon branding. Et en fait, les gens, quand ils étaient sur Passe-Passe, ils se rendaient pas du tout compte que c'était une petite équipe de 3-4 students qui étaient derrière. Tu vois, ils pensaient que c'était un vrai truc. Et du coup, des fois, on a vraiment des appels d'offres assez importantes. Et toi, tu réponds en mode, ouais, tranquille, c'est normal. S'il faut, on peut accueillir votre gros truc. Donc, c'est important de travailler son image. Voilà, après, il faut trouver le bon équilibre. Il faut pas non plus passer sa semaine à travailler son logo et à peaufiner ses couleurs et ton port de radius sur ton rectangle. C'est pas du tout ça le but. Mais voilà, je pense que c'est important de au moins avoir une bonne base et travailler son site web. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut pas dénigrer. Ouais, et Ouais, la surtout suite, quand t'es jeune comme ça, tu as bien souvent cet aspect de crédibilité qui est important à garder. Ouais, Comme tu disais, des gens qui pensent que c'est une grosse boîte, qu'au final, il y a 3 ouais, c'est étudiants ça. derrière. C'est quand même cool. Ouais. Ouais, et un des premiers trucs qu'on a fait, c'est certes, Jean est très bon en design, certes, moi j'ai des bases. On se sentait pas capable de faire un branding complet, professionnel, etc. Ben, les premiers sous qui sont rentrés dans Passe-Passe ont été réinvestis dans un branding, en fait. ouais, On l'a fait faire par un professionnel et on en est hyper fiers. Enfin, ouais. je pense que là, ça donne Ouais, ouais. vraiment bien. Et bah, voilà. Ouais. Petit disclaimer, c'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose, comme elle a dit Léo, on l'a fait au début, mais on l'a fait une fois qu'on a fait rentrer de Ouais, l'argent. Typiquement, moi, je vous déconseille de commencer à cracher 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 balles pour un branding. C'est quelque chose que tu fais une fois que tu vois que ton offre, elle est validée. Donc, que tu as déjà tes premiers clients, que tu as déjà des gens qui vont travailler avec toi. Oui, parce qu'au Et final, du coup, la personne ne va pas acheter pour ton design ou ton branding. non, Elle va non, acheter parce que tu aurais pour un problème ouais, d'événementiel. c'est Ça ça. vient un peu en Ouais. plus. Ça vient. C'est ça. Donc, c'est un bon support. Au début, tu te débrouilles. Dans le sens, quand tu es entrepreneur, tu vas voir que très vite, en fait, tu dois tout faire par toi-même. Et je vous l'invite, hein. Enfin, je vous conseille de tout faire par vous-même, limiter un maximum les coûts. Et puis, même en faisant tout vous-même, vous allez avoir une réelle vision de tout votre business, quoi. De comprendre tous les aboutissants, de comprendre, OK, c'est quoi les réels besoins, de comprendre tous les métiers au sein de ta boîte. Et comme ça, à terme, tu peux voir, OK, moi, je suis très nul là-dedans, j'ai essayé, mais bon, tant pis, c'est pas très bon, je vais pouvoir mettre quelqu'un. Ou bien, comme on parlait par les sales, d'abord, toi, faire ta première expérience travailler ton offre et puis après pouvoir t'entourer, quoi. C'est super important. 100%. Cool. Ouais. Merci pour ça cette fait beaucoup de discussion, les gars. conseils finalement. Ouais, Bah ouais, il y ouais. a Non, beaucoup mais d'infos, je me suis pour dit, faire un peu on a déjà donné pas mal pendant l'épisode. Je me suis dit, ils vont pas savoir trouver d'autres trucs à dire. Mais au final,
plein de choses avec lesquelles on peut Ouais, repartir dans cet épisode. ouais, Votre site web, vous l'avez déjà dit, c'est pro.passepasse.be. ouais, ouais. Vos noms sur LinkedIn, je les mettrai dans la description, mais vous pouvez les dire maintenant aussi. Passepasse.be ou passepasse.be Ouais, sur tous les réseaux sociaux, ouais. TikTok, Insta, LinkedIn. Donc, vous pouvez tester la plateforme. Donc, typiquement, quand vous êtes sur la plateforme, vous pouvez créer un événement. Ça vous engage à rien. C'est juste le nom, prénom, email pour que l'organisation soit votre nom. Puis, vous pouvez créer un événement, le laisser en brouillon, le publier. Enfin, faites ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a un dernier petit conseil, si je me le permets. C'est quand vous vous entourez pour créer votre boîte. Pour moi, c'est compliqué de lancer une boîte seule, hein, parce que je connais des profils qui ont lancé leur boîte seule. Mais du coup, tu as plein de skills que tu n'as pas. Bah, typiquement, souvent, les boîtes, c'est souvent au sujet de développer une app ou développer un site web ou quoi. Et si tu t'entoures pas des bonnes personnes qui ont ces skills-là, c'est quelque chose que tu vas devoir du coup déléguer à l'extérieur. Et soit tu vas déléguer à un pote qui va te dépanner, mais ce sera pas ouf. Soit tu vas payer une fortune auprès d'une agence ici en Belgique, ou alors tu vas payer pas cher à l'étranger, mais voilà, la qualité du produit sera difficile, scalable, etc. Donc, entourez-vous des skills complémentaires. Moi, au début, quand j'avais passe-passe en tête, enfin, c'était pas passe-passe, mais l'idée de billetterie, je voulais faire ça seul et tout. Mais en fait, à un moment, tu as l'évidence que voilà, bah, tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes. Et encore une fois, du coup, les bonnes personnes, c'est pas tes potes. Les bonnes personnes, c'est voilà, enfin, pas s'entourer de tes potes parce que ce sont tes potes, mais t'entourer des personnes parce qu'ils ont les compétences qui permettront de faire grandir ce projet ensemble. Je prends le cas ici de Lio et Timour. On s'est d'abord rencontrés dans le cadre scolaire où on a travaillé ensemble. Et par le biais du travail, on est devenus potes et pas l'inverse. Et ça, c'est important aussi. Après, voilà, il y a exception, je dis ça, mais il y a Henri qui travaille aussi, qui passe, qui est un pote d'enfance. Mais voilà, mais lancez pas un projet from scratch juste avec vos potes, parce que ce sont vos potes. Faut qu'il y ait quelque chose derrière et que vous soyez convaincus que ça peut pousser, quoi. Mhm. Voilà. On n'est pas Merci potes, beaucoup en pour fait, ces on est conseils. collègues. Voilà, on est associés. Les deux collègues là. Merci les gars, merci beaucoup Avec plaisir. Merci à pour toi. cet épisode, c'était trop cool. En plus, j'ai pu vous découvrir grâce au Main Market, Super. super événement Yes. aussi pour rencontrer du monde. Petite Exact. transition Ouais, avec ce que tu disais, pour pas rester dans son coin. Je crois qu'ils font leur Ouais, événement dans un mois à Louvain-la-Neuve, le plus on y gros sera. ouais, on y sera. salon. On va Voilà. faire un petit pitch et tout si jamais Mhm. les auditeurs veulent venir nous voir, nous Voilà, soutenir. voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais au début de l'épisode. Premier épisode où je vous connaissais pas auparavant. Du coup, c'était cool. J'ai pu vraiment. D'habitude, je fais un épisode avec quelqu'un et il me raconte beaucoup de choses que je sais déjà. Là, c'est cool. J'ai pu vraiment découvrir votre histoire en même temps que l'audience. Du coup, voilà, c'était un vrai kiff. Et maintenant, bah, moi aussi, je vous suis et hâte de voir ce que Passe Passe va faire. Voilà, Super. merci. Chouette. Merci beaucoup. Nickel.